Bienvenue sur ATech. Dans l'histoire tumultueuse de l'aviation, peu de machines incarnent autant l'ambition démesurée et la tragédie de la course technologique que le Tupolev Tu-144. Surnommé le Concorde russe, cet avion de transport civil supersonique n'était pas seulement le concurrent direct de l'appareil anglo-français, il fut, brièvement, le premier. Le 31 décembre 1968, le Tu-144 s'arrachait au sol, devançant le Concorde de quelques semaines, marquant ainsi une victoire symbolique majeure pour l'Union soviétique au sommet de la guerre froide. Il était un projet politique avant d'être commercial. Avec une vitesse de croisière au-delà de Mach 2 et des ailes Delta futuristes, le Tu-144 promettait de réduire le monde. Pourtant, sa carrière commerciale fut une éphémère et douloureuse parenthèse, entachée d'accidents et de défis techniques insurmontables. Ce documentaire vous propose de plonger dans l'histoire de cette étoile filante rouge, de son développement sous haute pression à sa retraite prématurée, et de comprendre pourquoi, malgré ses prouesses, il n'a jamais pu conquérir le ciel. Le projet du Tupolev Tu-144 prend racine au début des années 60, à une époque où le prestige technologique était un enjeu de la guerre froide aussi important que la course spatiale. L'Union soviétique ne pouvait concevoir que les puissances occidentales, la Grande-Bretagne et la France, puissent être les seules à maîtriser le vol commercial supersonique. La décision de concevoir un concurrent direct sous la houlette du bureau d'études Tupolev fut une réponse politique directe et un défi d'ingénierie audacieux. Le développement fut mené à un rythme effréné, culminant avec ce vol historique du 31 décembre 1968, 6 jours seulement avant celui du Concorde. La production, malgré ces défis, aboutit à un total de seulement 16 à 17 appareils construits, toutes versions confondues. L'objectif était de surpasser le Concorde en vitesse et en capacité, atteignant une vitesse maximale de 2500 km/h, environ Mach 2.15, le Tu-144 dépassait en effet légèrement son rival. Il affichait également des dimensions imposantes, mesurant 65,7 mètres de long, avec une envergure de 28,8 mètres, pour un poids maximal au décollage de 207 000 kg, avec une capacité théorique allant jusqu'à 150 passagers. L'entrée en service du Tu-144 fut emblématique de la précipitation soviétique. Après des années de tests et de démonstrations, le Tu-144 entre en service commercial pour le fret dès 1975. Le transport de passagers suit brièvement en 1977 avec la Compagnie nationale Aeroflot. L'itinéraire était symbolique. Une ligne intérieure entre Moscou et Alma-Ata, aujourd'hui Almaty au Kazakhstan. Ces vols étaient censés démontrer au monde la supériorité et la fiabilité de la technologie soviétique. Cependant, l'exploitation régulière fut extrêmement courte et très limitée, n'effectuant que 55 vols passagers payants avant d'être brutalement interrompus. Pour propulser cette bête d'acier à travers l'atmosphère raréfiée à Mach 2, le Tu-144 reposait sur 4 puissants turboréacteurs, initialement les Kuznetsov NK-144 sur les premières versions, puis les Kolesov RD-3651 sur les modèles de série, délivrant chacun une poussée de près de 20 000 kg-force. Ces moteurs permettaient une vitesse de croisière impressionnante de 2125 km/h, à un plafond opérationnel compris entre 18 000 mètres et 20 000 mètres. Néanmoins, cette performance avait un prix exorbitant en termes de consommation, ce qui limitait son rayon d'action à 5 000 à 6 000 km selon la version, une portée inférieure à celle de son homologue occidental. Si la performance brute du Tu-144 était indiscutable, sa conception était truffée de défis d'ingénierie qui n'ont jamais été pleinement résolus. À l'instar du Concorde, il utilisait la formule d'aile Delta, mais y ajoutait une innovation cruciale, des mini-canards rétractables derrière le cockpit. Ces petits plans porteurs étaient déployés lors des phases de décollage et d'atterrissage pour augmenter la portance à basse vitesse, améliorant la stabilité. Le célèbre nez basculant était également présent, permettant au pilote d'avoir une visibilité adéquate lors des phases de vol subsonique en masquant la courbure de l'aile. À l'intérieur du cockpit, l'équipage était composé de 3 personnes, le pilote, le copilote et l'ingénieur de vol.
Le Tu-144 utilisait des commandes de vol analogiques complexes et son développement avait nécessité l'utilisation de matériaux innovants pour l'époque, notamment des alliages d'aluminium sophistiqués, ainsi que du titane sur les bords d'attaque et les jambes de train pour résister au chauffage aérodynamique intense engendré par le vol à Mach 2. Malgré ces innovations, la conception interne souffrait de lacunes. Des problèmes chroniques de vibration et un bruit très élevé en cabine rendaient l'expérience passager largement inférieure à celle du Concorde, affectant l'attractivité du service. Le point de rupture pour le programme fut un événement tragique et extrêmement médiatisé. L'accident du Salon du Bourget en 1973. Lors d'une démonstration aérienne, l'un des prototypes du Tu-44 se désintégra en vol devant des milliers de spectateurs, tuant les 6 membres d'équipage ainsi que 8 personnes au sol. Bien que les causes exactes restent complexes et sujettes à débat, impliquant possiblement des manœuvres non autorisées ou une réaction trop brusque pour éviter un autre appareil, cet accident porta un coup fatal à la crédibilité et à la sécurité perçue de l'appareil à l'échelle internationale. L'accident mit en lumière les problèmes latents de fiabilité technique, de consommation excessive de carburant, qui rendait les opérations non rentables, et une sécurité globale jugée inférieure à celle du Concorde, perçue comme plus robuste et plus facile à maintenir. Le programme ne s'en remit jamais complètement. Après seulement 55 vols commerciaux passagers, le Tu-144 fut retiré du service passager dès 1978. Seuls quelques vols expérimentaux ou cargo continuèrent de manière sporadique jusqu'à l'arrêt définitif du programme en 1983. Malgré cette fin abrupte et sa carrière commerciale ratée, l'histoire du Tu-144 n'était pas terminée. L'un des exemplaires les plus récents, une version modernisée et désignée Tu-144LL, fut remise en service dans les années 1990. Ce n'est pas l'APL qui l'utilisa, mais la NASA, en partenariat avec Tupolev. Le Tu-144LL servit de banc d'essai volant dans le cadre du programme de recherche américain High Speed Civil Transport, HSCT. Il était utilisé pour recueillir des données essentielles sur le vol supersonique prolongé, notamment sur les effets du chauffage aérodynamique, les systèmes de propulsion à haute altitude et les matériaux composites pour une nouvelle génération potentielle d'avions de ligne supersoniques. Pendant cette période de collaboration inattendue, le Tu-144 a continué de voler, de manière expérimentale, fournissant des données précieuses sur les défis non résolus de la propulsion et de la structure supersonique. Aujourd'hui, la carrière du Tupolev Tu-144 reste un cas d'étude fascinant, un triomphe de l'ingénierie soviétique qui a réussi à devancer le monde, mais qui a échoué face à la réalité économique, aux contraintes de sécurité et aux défis techniques insurmontables. Le Tu-144 restera dans les mémoires comme le symbole de l'ambition démesurée de l'URSS. Une météorite technologique qui a brûlé trop vite pour laisser une trace durable dans le transport aérien. L'histoire du Tupolev Tu-144, l'étoile filante rouge, est celle d'un pionnier malheureux, surpassé par la fiabilité et la persévérance. Il a prouvé que la vitesse supersonique était possible, mais son échec commercial a montré la complexité de rendre le vol Mach 2+, viable et sûr pour le public. Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Le développement du Tu-144 a-t-il été un triomphe d'ingénierie, terni par la précipitation politique, ou un échec technique inévitable face aux lois de l'aérodynamisme et de l'économie? Si cette plongée historique au cœur de la rivalité supersonique vous a passionné, soutenez notre travail. Abonnez-vous à ATech et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses sur les technologies qui ont façonné notre monde. À très bientôt.